Je sais même pas quoi vous dire les amis, je suis désolé hein. Je sais même pas quoi vous dire. Ça fait 2 mois et demi que ces camps n'ont jamais été servis en vivre. Ils sont irresponsables et je crois qu'ils sont convaincus qu'ils sont irresponsables. Parce qu'avoir les effets de leur gouvernance, c'est de la totale irresponsabilité. Mais toi, ici, tu te sens en sécurité? Non. Non? Je suis triste, stressée vraiment. Très stressée. C'est chaud. C'est méga impressionnant. Quand je vais imaginer le jour où il était mort, qui tombe ici devant tes yeux, ça choque la tête. On est clairement dans une ville où il y a un conflit autour et là il y a un cessez-le-feu au moment où je vous parle. Attends 2 secondes. Ah, sorry. My friend. Et du coup, t'as blessé, tué des gens? Oui. Les amis, j'espère que vous allez bien. On est très content de vous présenter cette nouvelle vidéo. On a décidé de partir à plus de 9000 km d'ici, en République démocratique du Congo. Souvent, en parlant de ce pays, la RDC, on pense surtout à Kinshasa, ses artistes, sa culture, ou encore à cet art qu'est la sapologie. Mais nous, on a décidé de s'intéresser à une autre région. On s'est rendu ici, à l'est du pays, à Goma, dans le Nord Kivu. Depuis plus de 20 ans, cette zone est malheureusement surtout connue pour ses conflits armés. Des guerres opposant l'armée congolaise, qu'on appelle aussi le FARDC, avec différents groupes rebelles. Mais dans ce reportage, les amis, on ne parlera pas que de ça. On a rencontré 3 jeunes, 3 façons totalement différentes de vivre la situation du Kivu. Mais avant de les entendre, il faut que vous compreniez le contexte actuel. Depuis l'année dernière, c'est un ancien groupe armé qui est réapparu et qui terrorise la population, le M23. Alors, c'est assez difficile de comprendre ce qui a créé cette nouvelle guerre. Certains parlent de problèmes ethniques, d'autres politiques, et certains affirment que le M23 est juste là pour piller les ressources telles que l'or, le diamant ou le coltan. Mais en tout cas, à cause des combats, des centaines de milliers de personnes ont dû fuir leur territoire pour se réfugier à Goma, dans des camps de déplacés improvisés. Au moment de notre arrivée à Goma, un cessez-le-feu est en cours. Mais ce qui inquiète surtout, c'est la situation humanitaire. Alors on s'est rendu dans un de ces camps de déplacés, proche de Goma, le camp de Bulengo. Ouais, c'est gigantesque. Il faut savoir que pour la plupart, les gens qui y vivent ont dû fuir leur village à l'arrivée du M23, marchant parfois plus de 100 km pour se retrouver ici. Mes amis, là on est dans le camp. Putain, c'est chaud. C'est méga impressionnant. En seulement 1 an, c'est plus d'1 million de Congolais qui ont dû fuir leur territoire à cause des combats. Donc là, on est où, Jacinthe? Alors là, on est dans le camp de Bulengo, qui est un camp de déplacés internes qui ont fui la guerre du M23 et ils sont là, ils sont plus de 100 000 là. Ah ouais. Lui, c'est Jacinthe, un étudiant de 23 ans. Tout au long de ce reportage, il va nous aider à comprendre la situation et nous donner son regard sur sa région, le Nord Kivu. Aujourd'hui à Bulengo, il vient avec son association Agir RDC pour apporter de l'aide aux enfants déplacés. Et tu viens souvent ici du coup? Moi, je viens souvent ici. Souvent, chaque matin, je suis là avec des amis bénévoles avec qui on prépare de la bouillie pour les enfants et on fait des activités d'éducation informelle avec eux, bien sûr. Pour nous, et ça dès notre arrivée, c'est l'occasion de découvrir les conséquences directes de tous ces conflits dans le Nord Kivu. Comment tu pourrais me résumer la vie dans ces camps? Une vie très précaire. Ça se passe bien là? Ouais, jusque-là, ça se passe comme prévu, mais comme d'habitude, beaucoup d'enfants. C'est qui ces gens? Ce sont des Congolais, ce sont des déplacés internes qui viennent de leur village, qui fuient cette guerre d'agression et qui ont besoin de retrouver un point de stabilité pour survivre. Et comment toi, Jacinthe, tu te sens au moment où tu es dans ces camps? Il y a un double sentiment. D'abord, un sentiment d'impuissance. Chaque fois, on distribue la bouillie et jamais on donne à tout le monde. Jamais. Alors, souvent, tu es là, tu es en train de distribuer aux enfants et à la fin, tu vois, il y a un enfant qui vient de là avec son gobelet, tu n'as plus rien à lui donner. Souvent, ça ronge les cœurs.
Alors, il y a souvent ce sentiment d'impuissance de dire, ouais, peut-être j'agis, mais après, combien de personnes je couvre? Ça énerve, ça révolte, mais très souvent, devant les faits, devant les drames, on craque, on craque. Il y a beaucoup de monde. Je compte 1, 2, 3, 4 casseroles de bouillie. Ouais, je pense pas que tout le monde aura de la bouillie aujourd'hui. Je me souviens quand Jacinthe il disait que parfois il était démuni. Et c'est exactement ce que je ressens là actuellement. Je sais même pas quoi vous dire les amis, je suis désolé hein. Je sais même pas quoi vous dire. On ne sait pas expliquer cette situation, c'est dramatique. C'est dramatique. Du coup, il n'y a pas d'aide humanitaire organisée sur ces camps? Souvent, quand les déplacés arrivent, il y a des alertes. Il y a des organisations qui se mobilisent pour donner des biscuits, vraiment des petits kits d'urgence. Mais après, ce n'est que l'urgence. Il faut que les gens agissent, mais qu'ils agissent dans la durée. Parce que souvent, quand on lance des appels, les gens ils ajustent comme des points d'action. Il faut des actions durables pour que ces gens soient réinsérés dans leur nouvelle communauté. À défaut, tout faire pour qu'ils regagnent leur milieu où ils savent comment ils survivent, où ils savent comment ils cherchent des moyens de survie. Quelque chose que vous devez savoir, c'est que ces bâches, même si elles ont le marque d'ONG, il y a USAID et UNICEF, ont été achetées par ces déplacés. Et c'est 10 $ la bâche. Ici, je vois 2 bâches. Donc pour ça, il faut 20 $. Je me rends pas compte ce que ça représente 10 $. C'est énormément d'argent. Déjà, en francs congolais, 10 $, c'est quoi là? 25 000 francs congolais. Et vous avez entendu qu'il y a les femmes qui se prostituent pour 1000 francs congolais la nuit. Alors, donc, il faut au moins 25 nuits pour que celle-là se paye une bâche. Parce que là, il y a quoi comme présence humanitaire là actuellement sur ce camp? À ma connaissance, il n'y a rien. Il y a MSF, mais MSF répond dans le médical. MSF ne fait pas tout. Pour la nourriture, selon l'information que j'ai, ça fait 2 mois et demi que ces camps n'ont jamais été servis en vivre. Les blancs? Tu fais la corde? Malgré la situation, la vie sur le camp s'organise. Les familles s'entraident et tentent de trouver un semblant d'équilibre. À Boulingo, on a pu croiser des centaines de jeunes, dont Abia. On vient de rencontrer Abia, qui est assez timide, je pense. C'est sûr à 100% que c'est la première fois qu'elle fait une interview de sa vie. Vous arrivez déjà à capter et anticiper que ça va être un exercice pas facile pour elle. C'est ici. C'est ici? Oui. Ah ok. Et vous dormez là? Oui. Et vous dormez à combien là-dedans? 7. 7 personnes? Oui. C'est méga petit quoi. 7 personnes là-dedans, j'ai du mal à imaginer 7 personnes là-dedans quoi. Abia a 19 ans et jusqu'à l'année dernière, elle vivait avec toute sa famille dans le village de Kichanga, à plus de 150 km de Goma. Un matin, les combattants du M23 sont arrivés et toute sa vie a basculé. Ils ont tué les gens. Ils ont même fait les couper-couper. Ils ont coupé les personnes. Ok. Oui. Et c'est qui ces bandits? Les M23. Ok. Et comment vous êtes arrivé ici? Tu te souviens combien de jours vous avez marché? 5 jours. 5 jours? Oui, dans les chemins, de marcher avec les pieds. On a traversé les montagnes pour arriver ici. Et comment ça se passe ici? Parce que il y a beaucoup de monde ici. Oui, nous souffrons, nous manquons même de l'eau. De l'eau à boire, nous manquons même les médicaments, la nourriture. Même les enfants n'étudient pas. Là où nous étudions. Mais ici, là où nous sommes, vraiment, c'est difficile.
Ici, dans le camp, est-ce qu'il y a plus d'hommes, il y a plus de femmes? Oui, Plus de femmes? oui, plus de femmes. Et c'est quoi d'être une femme ici sur le camp? Les femmes souffrent. Il y a les filles qui manquent la nourriture et ils décident d'aller chercher un homme pour les rapports sexuels avec eux pour qu'elles trouvent la nourriture. C'est beaucoup qui fait ça. Et toi, t'as jamais fait? Non, moi non. C'est parce que j'ai fait la marchandise de séjour là-bas. C'est pour cette raison que je ne faisais pas cela. Pour préparer la nourriture, nous décidons d'aller à la forêt pour chercher les bois. Mais nous trouvons là-bas les bandits. Ils font les violences à nos mamans et là on les viole. Et toi, il t'est déjà arrivé quelque chose dans les bois? Oui, j'étais là-bas et j'avais trouvé là-bas les 3 garçons. Ils veulent qu'ils me violent, mais j'ai fait les cris et puis il a allé. Et malgré ça, tu retournes quand même au bois? Oui, j'ai retourné là-bas. Et pourquoi c'est pas les hommes qui vont au bois? Ils ont peur d'aller là-bas parce que aussi là-bas il y a les bandits. Ils peuvent les tuer ou bien les couper. Ce que m'a raconté Abia, c'est malheureusement quelque chose de très courant à Boulengo. Pendant la journée, les femmes déplacées quittent le camp et vont ramasser du bois dans la forêt, qui sera ensuite vendu au marché. Mais dans ces forêts se trouvent aussi des groupes rebelles. Et les femmes y sont très souvent victimes de viols. Les hommes, eux, ne peuvent pas se rendre dans cette forêt car ils seraient soit tués ou enrôlés de force. Donc les femmes, tous les jours, continuent d'aller dans cette forêt. Sur ce camp, à une période, on recensait plus de 50 cas de viol par jour. Mais toi, ici, tu te sens en sécurité? Non. Non? Je suis triste, stressée vraiment. Très stressée. Tu aimerais rester ici ou retourner à Kinshasa? Là, à Kichanga, il y a les bandits. J'aimerais rester ici, mais à bonne santé. Et si à Kinshasa, il y a l'appel, les bandits, comme tu dis, partent, tu aimerais retourner là-bas ou rester ici? Je préfère de retourner à Kichanga parce que là-bas, j'ai fait mes études. J'ai fait la marchandise. Nous avons des champs des haricots, champs de maïs, champs de champignons. Mais ici, là où nous sommes, on manque la nourriture, on manque même les études, on manque même les médicaments. C'est pour cette raison que je préfère de retourner à Kichanga s'il y a la paix. Les amis, là on sort de l'interview. En vrai, j'ai toujours un peu du mal à assimiler le truc que j'ai parlé à une fille de 19 piges qui vit ce quotidien, qui dort dans un endroit où seul je dormirais pas et eux ils sont 7. Les viols, la prostitution et tout, c'est trop quoi. C'est trop, en fait il y a trop. Il y a trop, même un seul truc ne serait pas vivable. Et elle accumule, je sais pas comment tu peux te lever le matin puis voir un peu et avoir de l'espoir. C'est un peu, ouais, un peu compliqué quoi. Et c'est quoi la solution pour ces gens? C'est d'avoir un gouvernement responsable. Un gouvernement responsable. On a un gouvernement pratiquement irresponsable qui semble déconnecté de la réalité des populations. Ils sont irresponsables et je crois qu'ils sont convaincus qu'ils sont irresponsables. Parce qu'avoir les effets de leur gouvernance, c'est de la totale irresponsabilité. Avec autant de ressources qu'on a, et je parle aussi des ressources intellectuelles qu'on a, on ne devait pas avoir un pays qu'on a aujourd'hui. Forcément, on ne pouvait pas parler de Goma sans parler de ces guerres et surtout des ravages que cela crée sur toute une population. Mais Goma, c'est loin d'être que ça. Il y a aussi des milliers de jeunes qui étudient, qui entreprennent et qui militent pour construire l'avenir du Nord Kivu. Et c'est cette partie de Goma que Jacinthe tenait absolument à nous montrer. Pendant toute une journée, il a voulu nous faire découvrir des endroits symboliques de la ville. Donc on l'a suivi. Et Jacinthe va réaliser un de mes rêves. C'est le premier truc que je voulais faire quand je suis arrivé ici. On va prendre un moto-taxi. Ça devrait bien se passer là. Ah, c'est ce que tu voulais faire? Bah oui, C'est bon, non? Allez chef, tu vas doucement hein.
parti les amis. Là c'est bon, là je suis un vrai Congolais là. Là c'est bon, je suis intégré à 100% les amis. Bon, faut savoir qu'il y a genre 2 moyens de transport. Je dirais que le numéro 1 c'est les mototaxis. Et le numéro 2 c'est cette espèce de bus jaune où t'as plein de gens qui s'entassent les uns sur les autres. Ah, le gars il passe en moto à des endroits où je passerais même pas à pied quoi. Ça fait 30 ans que les caméras sont tournées sur les Kivu à cause de la guerre. Il y a bien sûr la guerre avec près de 10 millions de morts et ça doit attirer. Ça fait des gens qui meurent, ça fait des rêves qui sont brisés, des femmes qui sont violées, des enfants qui sont massacrés. Oui, il y a ça. Mais on aimerait aussi que les caméras se tournent aussi sur ces côtés où les gens cherchent des moyens de survivre. Parce qu'il y a des jeunes qui font l'art, il y a des jeunes qui font du sport. C'est une ville lumière en fait. Il a perdu. Basket. La routine. La routine. Dès qu'il y a un terrain de basket, moi je suis content. Ah ouais, Jacinthe, tu joues toi. Toi t'es un joueur. Ah oui. Là c'est bon là. Là tu peux arrêter la vidéo là. Là c'est bon. Et je sens que t'es content. Ils sont très fiers les Congolais. Ça c'est vraiment l'un des trucs que je retiens. Bon, 3 points. 2 points. Oh! Ah non, on a vu. Je me fais ficelle mon vieux. J'ai plus le cardio. J'ai plus la technique. Et ils viennent de marquer un point. Jacinthe! Qu'est-ce que la région du Kivu a de différent avec le reste de la RDC? Même s'il y a des guerres, il y a des conflits, on a cette fierté gomatracienne. Ouais. On a cette fierté gomatracienne et on est fier souvent de dire je suis congolais, je viens de Goma. Les défis qu'a vécu Goma, les défis qu'a vécu le Kivu, ça a fait naître un élan de dépassement de soi. Et vous savez les voir par la manière d'entreprendre des jeunes à Goma. Et la plupart des alternatives sont créées à travers l'éducation, les universités, les écoles, à travers la culture. Comme je le disais, ce sont des outils de survie. De la capoeira à Goma. Ça me rappelle le Brésil d'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'épisode Mon pays sur le Brésil, je vous le mets juste là quelque part. N'hésitez pas à aller le check, frérot. J'aime trop cet endroit. Ouais, en fait, c'est un endroit très très vivant. Ouais. Comme vous le remarquez, déjà là, il y a les capoeiras. Là, ils sont en train de jouer avec les enfants en situation de rue. Ici, on les appelle les maïbobo. Ils vivent dans la rue, ils dorment dans la rue. Mais ça, au moins, c'est un laps de temps dans leur vie qui leur permet de reprendre la discipline, qu'elle soit de l'esprit ou du corps. Et elles servent à quoi toutes ces activités? Ça sert à planter des germes d'espoir dans les peuples de Goma. Très souvent, les gens ils vont se défouler par les sports, par la culture. Et c'est souvent ce qui alimente l'espoir. L'actualité qu'on suit ne peut pas alimenter nos espoirs, non. Ce qu'on voit dans les camps, ça ne peut pas alimenter l'espoir. Qu'est-ce qui alimente l'espoir? Ce sont ces activités sportives, ces activités culturelles. Quand on y va, ouais, on se sent encore vivre, on se sent encore résister pour l'avenir. Bon, tu me dis si je vais dire une bêtise, mais j'ai l'impression que toi, ce qui alimente ton espoir, c'est le slam. L'islam. L'islam, c'est... Ça alimente trop mon espoir. Tu vois, t'as les yeux qui brillent, là, c'est bon. Mais oui, ça a une histoire. L'islam, c'est la poésie libérée, portée vers la voie publique. C'est la poésie transformée en un art populaire. Bon là on est arrivé dans le quartier, il va y avoir le slam de rue. Parce que du coup vous vous baladez de quartier en quartier pour faire ces slams de rue. Oui, lorsqu'il s'agit de slams de rue, nous baladons. Donc on peut être dans tel quartier, après on est dans tel autre. C'est quoi ce quartier? Pourquoi il est important? Pourquoi vous venez ici?
Alors d'abord c'est l'un des quartiers les plus populaires et nous allons vraiment trouver le public là où il est. Et après on commence, dès lors qu'on commence, il y a ceux qui passent, qui peuvent s'arrêter, qui peuvent suivre et tout. Puis on s'est créé notre ambiance. Trop bien. C'est bon. Après votre étage, Jacinthe avant coup et même pour le filet. Nous sommes libres et égaux en dignité, mais nos égaux sont toujours en disparité. Égalité, dignité, fraternité, liberté, c'est quoi ces mots qui riment avec cruauté? Point de combat, point de rivage, point de clivage. Paniquez pas lorsque je me présente en guerrier dans mes pages. Moi, avec le collectif Goma Slam Session que j'ai rejoint, on initie presque tout le monde d'islam parce qu'après maintenant on a des activités d'islam à l'école. On descend dans des prisons pour mineurs, pour initier parce qu'on sait que l'islam c'est une arme contre la résignation, c'est une arme contre les replis sur soi. Nous avons fait du slam un mouvement pour mobiliser pour des causes. Il y a diverses thématiques exploitées. L'amour, la liberté, l'engagement politique, la révolte, c'est la liberté. Je ne me cache pas derrière ce texte, non. C'est une histoire qui s'écrit en cri d'alarme, alors je l'exclame. Je suis cette jeunesse qui milite même consacrée. Pete, je suis de l'art nouveau. Je ne négocie pas, j'ai saisi ma place. Femme, artiste, accoucheuse de moi, alors venez. Il faut toucher les sensibilités des gens, mais pas seulement. On touche leur sensibilité et après d'eux-mêmes, ils se disent on va agir. C'est ça qu'on fait avec l'islam. Le blanc devient nègre par les makala, le brun nègre, ils font tous quoi? Alors parlons un peu d'égalité. Savoir bien parler, c'est savoir bien penser. Alors quand on initie aux gens en slam, on les initie aussi en raisonnement. C'est-à-dire, comment on peut penser le Congo aujourd'hui? Comment on peut penser la vie? Comment on peut penser l'amour? Comment on peut penser la cohabitation pacifique? Comment on peut penser les vivre ensemble? Au fond, comment on peut penser les libres ensemble? Ah ouais, ça sent bon de ouf. Tu manges pour 1000 francs. Pour 1000 francs. 1000 francs. Jacinthe, c'est quoi cet endroit alors? Ouais, là c'est un petit resto. Un petit resto. Un petit, hein? Ouais, c'est vraiment petit, mais ça aide beaucoup. Chaque fois la nuit, donc. Quand on revient même à 22h, Dan Nono est là. Dan Nono, son roi à 22h. Ah, va, il n'est pas coulé un jour, il n'est pas coulé. Je lui ai posé une question, il m'a totalement oublié. Ça se voit qu'il a la dalle. Ça se voit qu'il a la dalle. C'est chaud, c'est toujours chaud. C'est toujours chaud. Bon, Jafar, dis-moi la vérité. Si je goûte ça, mon ventre, il va réagir comment? Je sais pas, déjà, tu manges pas de ce genre de nourriture. C'est sûr que ton estomac n'est pas habitué, mais... Il y a trop de doutes, Ça veut dire que je vais avoir la diarrhée. Putain, les amis, c'est dingue, parce que là, on vient de se poser. On a parlé avec plein de gars, ils nous ont montré un peu des constructions. Et il y a un élément, je voulais quand même revenir avec vous. Je sais pas si vous avez vu, mais dans le groupe, il y avait un gars avec une grosse calache. Et ça, c'est un truc dont je vous ai pas parlé, mais vu qu'on est clairement dans une ville où il y a un conflit autour et là, il y a un cessez-le-feu au moment où je vous parle. Attends, 2 secondes. Ah, sorry. My friend. Yes. Yes. Félicitations, je vous félicite avec votre Merci beaucoup. transmission d'informations. Donc, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est que dans le quotidien, dans la ville, tu croises énormément de militaires, de gens armés, des gars avec des calages, des policiers, des agents de sécurité. Et ça crée une atmosphère un peu... Ouais, l'atmosphère, elle est un peu chelou, quoi. Moi, je m'y habitue pas trop, mais à 20 km d'ici, y a des rebelles, quoi. Donc, en fait, ces calages, ces armes, elles sont pas là pour rien. Mais c'est drôle de se dire que malgré tout ce conflit, regardez derrière moi, quoi. La ville bouge, la ville vit. Et ouais, je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de l'atmosphère, c'est quand même assez spécial. J'ai du mal à m'imaginer vivre et avoir un conflit à 10 km, 30 km de chez moi. Comment tu fais pour, tu vois? Mais non, on les sent en nous. Je les sens pas à 10 km ou à 100 km, je les sens en moi. Est-ce que tu arrives à me synthétiser un peu la situation? Qu'est-ce qui se passe dans la région du Kivu? Alors je synthétise. Le Kivu, étant une province avec autant de potentialités, a aussi attiré des convoitises. Et ça fait plus de 30 ans qu'il y a des guerres d'agression au Kivu. Des guerres d'agression, ça veut dire ouais, on veut piller les ressources. Après, s'il n'y avait pas quelqu'un qui achète, il n'y aurait pas ces guerres. Certainement, il y a des gens qui achètent des minerais, il y a des gens qui achètent et vendent des armes. Voilà pourquoi ça continue. Donc concrètement,
Qui affronte qui? Alors il y a les 1-23, soutenus par des pays voisins, dont le Rwanda et l'Ouganda, qui affrontent les FARDC. Et il y a aussi les groupes d'autodéfense, les groupes locaux, qui affrontent les 1-23, un peu comme pour soutenir les FARDC. Mais après, face à l'absence de l'autorité de l'État, ils commettent aussi des exactions pour survivre ou alors pour s'enrichir. On nous a beaucoup parlé des Wazalendo. Wazalendo. C'est un nouveau concept. C'est un nouveau concept des résistants. Quand le 1-23 a failli prendre la ville de Goma et qui s'est rapproché de plus en plus, il y a eu des appels à la mobilisation populaire. Ce sont des jeunes ordinaires qui viennent de nos quartiers et qui disent « Ok, pendant que vous marchez dans la rue contre l'agression, nous on va prendre les armes aux côtés des FARDC. » Là, on est en direction des quartiers nord, qui sont les quartiers un peu plus chauds de Goma, et on va parler à Dani. Dani, c'est un jeune qui a tout quitté pour prendre les armes pour se battre contre les rebelles. Mais surtout, ils prennent les armes pas avec l'armée. Ils créent des groupes entre eux pour affronter les rebelles. Alors je suis très content de pouvoir le rencontrer parce qu'après plusieurs semaines de négociations, il est passé de « non, je veux pas vous parler » à « ok, je veux bien répondre à vos questions ». Donc honnêtement les amis, je pense que ça va être assez fort. Dani a 23 ans et c'est donc un Wazalendo. Loin des milices organisées qui pillent et commettent des crimes contre les civils, il fait partie de ces jeunes qui ont créé leur propre groupe de résistance pour partir sur le front, souvent armés de couteaux ou de machettes. Et pendant 1 an, Dani et ses amis ont combattu les troupes du M23 dans les collines du Nord Kivu. Mais tout a changé il y a quelques mois. Alors qu'un cessez-le-feu avait été décidé, les Wazalendo ont attaqué une position du M23. Et ça, sans l'autorisation du FARDC. Dani a été arrêté par l'armée congolaise et il a même reçu 2 balles dans les jambes. Suite à ça, il a quitté le combat et il est retourné auprès de sa famille à Goma. Avec ça, j'avais fait au moins 2 mois. Ah ouais? Oui. L'os n'avait pas été touché. Non, l'os n'avait pas été touché, sauf ici. Donc, sur cette jambe-ci, il avait entré par là et puis sortir par ici. T'as cru un moment que t'allais perdre tes jambes ou pas? C'est là que je l'avais cru quand j'étais encore endormi. Ah ouais, là tu penses à ça? Puis là, j'ai raisonné, est-ce qu'ici vraiment je serais... est-ce que vraiment je vais survivre? Et là, je ne pensais pas. Vous allez voir les amis, Dani il parle de choses très graves mais toujours il sourit. toujours il rigole, il sourit. Oui, avec mes caractères là, donc c'est naturel. Avec les caractères, nous allons trouver tous en train de sourire et puis ça va encore marcher bien. Ce sont des jeunes profondément convaincus que ce pays leur appartient et que personne ne peut y toucher même un seul mètre. Tu les comprends ces jeunes? Parfaitement, parce que leurs convictions prennent naissance dans l'incapacité du gouvernement à restaurer la paix. Et je pense qu'il y a beaucoup de Wazalendo en nous. Seulement, comme je le disais, on s'exprime différemment. Ok, interview Dani, prise 2. Si on se rencontre aujourd'hui, c'est que t'as une histoire qui est assez particulière. Ouais. Il y a quelques années, tu étais étudiant, tu as décidé d'arrêter tes études pour aller prendre les armes. Oui. Pourquoi? Il y avait une panique totale en ville de Goma, il y avait des réfugiés qui commençaient à descendre dans la ville. Et quand on les demandait, ils nous disaient que l'ennemi vient d'arriver à Kimumba, au moins 10 km de la ville de Goma. Peut-être que si on n'était pas décidé d'aller là-bas, peut-être il serait déjà en ville de Goma. Parce que comme il progressait, c'était comme ça, catastrophique. Et comment ça s'est passé du coup le départ? Comment ça s'est organisé? T'es parti habillé comment? Moi j'étais ici à la maison, on m'a appelé, j'ai mis mes larges bords comme j'emballe mon sac quand je pars dans le camp de scout. J'ai fait la même chose et puis je suis parti là-bas. Chacun avait son couteau, d'autres avec des machettes, d'autres avec des lances, d'autres avec même des fouets. Les autres qui n'ont même pas couteau ou machette, il a un fouet. Et il s'est dit, avec ça, je vais m'en servir, je peux faire entrer ça dans le ventre de quelqu'un, il va mourir. Oui, c'était comme ça, là, les premiers jours, sans armes, mais avec la foi. Tu m'avais dit que des fois, il y avait une arme pour 200 personnes. Oui, les premiers jours, là, c'était une seule arme. Celui qui a une arme donne à celui qui n'en a pas, et puis celui qui avait l'arme va rester au cas, et l'autre va aller au boulot. Et nous voici dans la résistance jusqu'au bout.
Si nous sommes des patriotes, nous ne sommes pas des soldats, nous ne sommes pas un groupe armé, mais nous sommes des jeunes Congolais qui ont décidé de barrer la route pour l'ennemi, pour dire non à l'agression. En fait, pourquoi ils ne laissent pas l'armée agir? C'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Moi, je vous ai parlé de l'absence de l'autorité de l'État, qui n'a pas su protéger les populations. Au fur des mois, les rebelles arrivent à conquérir des territoires. Et donc, quand les rebelles arrivent, ils terrorisent, ils installent un climat de terreur, ils pillent, et puis ils vident les terres. J'ai vu, moi, personnellement, j'ai vu des femmes qui ont été violées par 4 ou 5 hommes, 6 hommes, et ils la laissent partir. Pourquoi? C'est pour qu'elle aille raconter. Ce qu'elle a vécu. Après, on ne peut pas regarder ça indifféremment. Et les Ouazalendos se disent, peut-être on ne va pas vous dire, vous armés, sèchement comme ça que vous avez été incapable, mais on vient vous soutenir. Donnez-nous les armes, et nous, on va le faire. Toi, tu m'as donné ton avis sur les Ouazalendos, mais qu'est-ce que les gens en général pensent d'eux? La plupart des gens se méfient d'eux. Et ça, je vous ai parlé de traumatisme. C'est-à-dire quelqu'un qui a vu sa famille être massacrée, il se méfie. Parce qu'il sait ce dont est capable cette arme. Ils savent que d'un moment à l'autre, l'arme peut se retourner contre telle personne. Et ça, ce sont les effets du traumatisme, ce sont les effets de l'histoire. Ouais, mais la plupart, ils comprennent ce qu'ils font ou ils pensent que c'est pas la bonne solution? Ils comprennent, seulement ils se méfient. Et du coup, t'as blessé, tué des gens? Oui. Et ça te faisait quoi quand vous l'avez fait? Quand je l'ai fait, pour la première fois, donc je me demandais, là en fait j'ai tué quelqu'un. Et puis je commençais à méditer parce que je suis trop chrétien. Dans mon cœur et dans mes habitudes, je ne voulais pas vraiment tuer. Je ne voulais pas vraiment tuer. J'arrive devant quelqu'un, surtout quand c'est 0 mètre, quand on se bat avec des lances. Avec des lances, vous êtes à 0 mètre, il est là. Il fait entrer les lances même dans la tête et dans le ventre pour qu'il meure le plus tôt. Et puis quand moi j'arrive là, c'est difficile. C'est difficile de le faire dans la tête, en train de le voir comme ça. Je me dis, mais lui, il est là en train de demander pardon. Mais lui, depuis là où il a quitté jusqu'ici, là, j'ai tué combien de personnes? Là, j'essaie un peu d'imaginer. Je me dis, même s'il demande pardon, est-ce que quand je vais le laisser, il va me laisser aussi partir comme ça? Et puis avec toutes ces méditations-là, donc j'ai traîné pour tuer. Après la première fois, deuxième, troisième, c'est devenu habituel. Mais t'étais fier? Non, là, être fier, on ne peut pas être fier en train de tuer quelqu'un. Ça me perturbe parce que tu me dis ça et tu souris en même temps. Oui, on se force à sourire parce que si on se met à pleurer, si on se met à pleurer, ça va nous éveiller beaucoup de choses. Parce que surtout moi, quand je pleure là, il y a beaucoup de choses qui me viennent à la tête. Je me souviens de tous ces drames-là. Et puis avec ça, je me souviens de mes amis avec qui j'ai déjà perdu dans cette temps de guerre. Puis avec ça, je me dis, je dois garder mon sourire et voir de l'avant. Mais ça t'arrive de pleurer? Ça m'arrive, surtout la nuit. Quand je commence à méditer ou bien je prends mon téléphone, je vois des photos avec les amis. Quand je vais imaginer le jour où il était mort, qui tombe ici devant tes yeux, ça choque la tête. Qu'est-ce que tu fais là maintenant, aujourd'hui maintenant? Aujourd'hui, là, je suis d'abord en train d'étudier, je fais la côté. T'aimes bien? Oui, je l'aime bien, c'est ce que je fais à l'université aussi. Okay. La technique d'habillement, et puis j'arrive à la maison, je continue à travailler comme ça. Et puis encore le matin, je pars à l'école, le soir, je reviens, je travaille, et la vie continue comme ça. Et t'as de l'espoir, toi, pour la suite? Oui, l'espoir est là toujours. On va rapporter la victoire dans des jours qui viennent. Parce que si le dialogue ne tient pas, on va lancer encore les attaques et là, vraiment, nous serons encore forts. J'ai l'impression que tu n'as jamais peur. Oui. Comment tu fais pour ne pas avoir peur? En un mot, c'est qu'on peut dire, pour ne pas avoir peur, c'est avoir la foi. Quand on a la foi, on n'a pas peur. Toi, tu imagines ton futur derrière une machine à coudre ou derrière une arme? J'aime ça mieux derrière une machine à coudre. Oui. Bah, c'est le futur que je te souhaite. Ah, merci. Dans tout ce qui existe dans ce pays, dans tout ce qui ne marche pas, au moins, l'espoir n'est pas mort. L'espoir n'est pas mort, mais seulement il faut qu'il sorte au-delà des idéaux.
qu'il soit opérationnalisé. Comment on arrive à opérationnaliser cet espoir? Sinon, quand l'espoir mourra, je quitterai ce Congo. Est-ce que tu penses, Jacinthe, dans 10 ans, tu auras toujours le même discours, toujours la même ferveur? C'est mon combat aujourd'hui. Mon combat aujourd'hui, c'est pour que dans 10 ans, j'ai toujours les mêmes discours. Résilience et traumatisme. C'est vraiment ces deux mots qui auront résonné pendant notre tournage à Goma. Alors on a rencontré ces 3 jeunes, 3 façons de vivre ou de survivre à la situation du Nord Kivu. J'espère que vous avez appris des choses grâce à cette vidéo. Continuez de vous abonner à Tataki, partagez la vidéo, je compte sur vous, parlez-en autour de vous, laissez un commentaire, donnez-moi votre avis. Et surtout, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode, j'espère. Prenez soin de vous, c'était Sacha. Ciao.